Ceci est un aimbot, un des outils utilisés par des tricheurs qui permet de viser automatiquement dans des jeux avec des armes. Ce n'est qu'une des nombreuses façons de tricher dans les jeux multijoueurs, mais pourquoi sont-ils utilisés et comment fonctionnent-ils ? Tricher ou obtenir un avantage injuste par rapport aux autres peut signifier beaucoup de choses, principalement parce que la définition d'avantage injuste dépend de l'objectif du jeu. Il peut parfois être atteint par des erreurs dans le code du jeu, glitches en anglais, sans devoir utiliser des outils externes. Mais dans cette dernière décade, tricher est beaucoup plus centré sur l'utilisation de ces outils externes qui modifient la façon dont le jeu fonctionne. Les raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait tricher peuvent être généralisées par deux facteurs, ego et profit. Du côté de l'ego, on trouve généralement des gens qui n'ont pas les compétences nécessaires pour être bons dans le jeu. Ils préfèrent télécharger des programmes qui parfois coûtent de l'argent dans des forums louches sur internet pour se sentir un tout petit peu mieux de soi-même. En général, ce type de personnes trichent sans raison particulière en dehors du plaisir de tout gagner. Et c'est là que les tricheurs de profit sont légèrement différents. Les tricheurs profit peuvent être à la fois ceux qui fabriquent les triches et ceux qui les utilisent à des fins lucratives. Si on compare des jeux populaires avec des millions de joueurs chaque jour, s'il y avait une bonne triche disponible pour un prix de 10 € par semaine, celui qui a créé la triche gagnerait très beaucoup d'argent si une petite fraction des joueurs l'utilisent. Mais la façon dont ceux qui utilisent les triches profitent est un peu différente. Quasiment tous les jeux ont des aspects ennuyants et répétitifs pour obtenir des choses comme des niveaux, monnaie du jeu, objets, cosmétiques et quoi que ce soit qui prennent très longtemps et soient difficiles à obtenir. Ce type de tricheurs obtiennent ces choses de la manière la plus efficace possible en utilisant ces triches pour ensuite les vendre sur des marchés en ligne. Des marchés où des millions d'euros de choses virtuelles comme des armes dans le jeu sont vendus chaque semaine. Les plus vendus étant les comptes et la monnaie du jeu. Si je prends le jeu League of Legends par exemple, si tu voulais un compte niveau 30 et dois décider entre jouer 150 heures ou payer entre 4 et 10 €, la majorité choisirait de payer. Et comme les entreprises sont en train de perdre de l'argent car les tricheurs ont généralement des meilleurs prix que leurs propres magasins, c'est normal qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas être détectés. C'est pour ça que quand on dit tricheur, on s'imagine quelqu'un qui vole avec un aimbot et pas un garage avec une centaine d'ordinateurs qui trichent pour profiter. Mais comment fonctionnent ces triches ? Les programmes qui s'utilisent pour tricher peuvent généralement se catégoriser en 3 catégories, des robots, mode menu et triche de réseau. Un robot, c'est un programme qui automatise quelque chose. Par exemple, si tu as une mission où tu dois marcher entre point A et B et chaque fois que tu complètes le cycle, tu obtiens des points, le robot le plus basique, le macrobot, répète un set d'actions simples, comme par exemple appuyer droite pour aller au point B et puis gauche pour retourner à A, qui peut être répété infiniment après avoir été enregistré une seule fois. Le grand problème avec ce type de robot est que la tâche doit être simple et répétitive. S'il y avait une chance qu'un mur apparaisse par exemple, le robot serait bloqué car il répéterait les mêmes actions sans savoir que le mur existe, ce qui signifie que le robot arriverait jamais au point B. Le jeu Piano Tiles a exactement le même problème car ce n'est pas possible de prévoir l'ordre dont les carreaux noirs vont apparaître. Du coup, un macrobot simplement marcherait pas. Mais pour ce type de problème, il y a les bots réactifs. Un robot réactif est similaire à un macro. La seule différence est que le robot réactif peut réagir à une condition. Dans le jeu de Piano Tiles, le robot pourrait réagir à la condition d'avoir un pixel noir présent dans une position spécifique de l'écran et si la condition est vérifiée, il peut faire une action, comme par exemple un clic gauche. Les façons dont le robot peut détecter des choses dans l'ordinateur est grâce à la détection visuelle, accès mémoire et interception de réseau. Par exemple, si nous avons une barre de vie et lorsqu'elle passe en dessous de 50, il faut se guérir, avec la détection visuelle, il suffirait de vérifier si un seul pixel au milieu de la barre, en autre mot à 50%, est pas rouge, parce que si ce n'est pas rouge, ça veut dire que c'est en dessous de 50%. Il s'agit donc de chercher des éléments visuels sur l'écran, comme la couleur, comme une condition. La méthode d'accès à la mémoire consiste à trouver le numéro qui représente la santé situé quelque part dans la mémoire de l'ordinateur. Quand ce numéro a été trouvé, il peut être vérifié peut-être une fois par seconde et puis utilisé comme une condition pour se guérir. Cette méthode est convéniente car même si la couleur de la barre change, ce qui casserait la détection visuelle, le numéro dans la mémoire serait le même car c'est juste un numéro. Du coup, ça marcherait de toute façon. Similairement, la méthode d'interception de réseau utilise aussi un numéro comme condition car quand le serveur et client communiquent, c'est possible que le serveur envoie un message comme tu as 49 HP qui peut se lire et être utilisé comme condition avec les mêmes avantages que l'accès mémoire. Le deuxième type de triche, un mode menu, est un programme qui accède directement à la mémoire du jeu dans l'ordinateur pour changer des numéros afin de donner un avantage injuste à l'utilisateur. Pour expliquer comment ça marche, prenons un jeu de tic-tac-toe. Tant que toi, le joueur, peut voir une interface d'utilisateur sophistiquée avec des symboles, des couleurs et des animations, c'est important de comprendre que tout ce qui se trouve dans un ordinateur est représentable par des numéros. Ce jeu pourrait être représenté comme ça, un tableau avec 9 numéros, un numéro par carré du jeu et ses valeurs qui représentent ce qu'il pourrait signifier. Ce que fait un mode menu, c'est de trouver ces chiffres quelque part dans la mémoire de l'ordinateur pour ensuite pouvoir modifier leurs valeurs de manière injuste, comme par exemple en remplaçant la case d'un adversaire par la mienne pour pouvoir gagner la partie.
Le dernier type, les triches de réseau, signifie que l'on modifie l'information entre un appareil et le serveur. Par exemple, chaque fois que tu veux acheter quelque chose comme une épée, le client, en d'autres mots l'appareil dont le jeu est installé, va envoyer un message au serveur qui dit « j'ai acheté une épée ». Ce qui pourrait passer ici quand le message est envoyé, c'est une attaque de remplacement. En d'autres mots, la modification de cette information comme par exemple épée à pistolet 1 à 900 avant que le serveur la reçoive, pour obtenir des choses que l'on n'était pas censé obtenir. Un autre type d'attaque est une attaque de duplication. Donc si par exemple il y avait une quête qui donne des points quand elle est complétée, le message de j'ai complété la quête est capturé, dupliqué la quantité de fois désirée et puis envoyé au serveur pour obtenir la récompense plusieurs fois, même si la quête a seulement été complétée une seule fois. Toutes ces méthodes sont généralement combinées pour obtenir cet avantage injuste, mais un très grand problème avec ces deux méthodes en particulier, c'est que souvent, elles ne fonctionnent pas. Et pour ça, il faut comprendre que les jeux multijoueurs ont quelque chose qui s'appelle un serveur. C'est la raison qu'il y a un pop-up quand tu ouvres un jeu sans internet qui te dit de te connecter à internet pour pouvoir accéder au serveur. Un serveur est un ordinateur auquel le client se connecte qui reçoit et envoie de l'information. Il sauvegarde aussi une partie de cette information comme des niveaux, argent et équipements. Ce qui est important, c'est de comprendre que la valeur dans le serveur ne peut pas être directement modifiée ou accédée, et le fait qu'une triche fonctionne ou pas dépend de la manière dont le serveur est programmé. Quand le jeu est ouvert, il doit savoir des choses comme combien d'argent tu as dans ton compte, et comme cette information est sauvegardée dans le serveur, une copie est créée et envoyée au client. Ceci signifie que l'information existe deux fois, l'original dans le serveur et une copie dans le client, donc même si la copie du client a été modifiée, l'original sur le serveur est conservé. Imagine-toi que tu as 100 pièces et que tu veux acheter quelque chose comme une épée par exemple qui coûte 500. Au début, le serveur et l'appareil disent que tu as 100 pièces, mais si tu décides de tricher en modifiant la quantité de pièces dans le client à 1000 pour ensuite essayer d'acheter l'épée, un message de « je veux acheter une épée » est envoyé au serveur. Mais quand ce message est reçu par le serveur, deux choses peuvent se produire. Dans le premier cas, le serveur assume que toute l'information du client est toujours correcte, du coup, ça va marcher et l'achat va être complété. Mais dans le deuxième cas, il va vérifier combien d'argent il y a dans le compte, en d'autres mots, il y a un tout petit peu de sécurité, et voir qu'il n'y a pas suffisamment, du coup, l'achat va échouer. Ce concept de vérifier si ce que le client a envoyé est correct ou pas s'appelle validation. C'est ce qui permet de s'assurer qu'un email a un at et une extension à la fin. Mais comme les jeux deviennent de plus en plus grands, ça devient très difficile de s'assurer que tous les aspects sont proprement validés pour prévenir ce type d'attaque. Et tant que quelqu'un est prêt à payer, quelqu'un trouvera une façon de tricher.